Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole. Toujours à l'heure des grands rendez-vous économiques, l'année 2020, une année jumelle de grands problèmes à travers le monde, dans la région et bien sûr en Haïti. Aujourd'hui, nous allons parler de notre voisin, la République dominicaine. Comme vous savez, ce pays va avoir les élections présidentielles et également du Parlement le 5 juillet. Ils auraient dû avoir le 17 mai et ça n'a pas eu lieu et les Dominicains persistent et signent, ils vont avoir leur élection. Et pour commenter cette émission avec nous, nous avons le plaisir et l'honneur d'obtenir notre correspondant de la région, M. Jean-Michel Kawa. Jean-Michel Kawa, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité et j'espère qu'on pourra éclairer un peu la situation ici à Saint-Domingue. Dites-moi, Jean-Michel, ça fait combien de temps que vous vivez dans la région de la Caraïbe ? Alors, ça fait déjà un bon moment puisque je suis arrivé en juillet 1987. Alors, vous pouvez faire le compte, ça fait plus de 30 ans. Oui. Maintenant, vous avez choisi la langue de Cervantes à celle de Rousseau, puisque vous êtes français quand même. Non, je ne choisis aucune des langues. Je travaille dans les trois langues parce que je travaille aussi pour la BBC en anglais. J'ai travaillé parce que maintenant j'ai pris un peu de recul par rapport à l'actualité chaude, aux news, comme on dit. Et il me reste des projets que je voudrais terminer, mais je continue à travailler en français, en espagnol et en anglais, donc sans problème. Restez il me manque le attaché à Haïti, créole, mais là, hein. je n'ose pas massacrer cette langue que je comprends, mais que je préfère éviter de parler. Tout à fait. Dites-nous, Jean-Michel, et les Dominicains, quand même, il y a une solide histoire démocratique. Et lorsqu'on remarque que depuis l'année dernière, ils ont commencé leurs élections, et il y avait les primaires, c'est une nouveauté en République dominicaine. Ensuite, ils ont eu ces élections qui ont été repoussées en février dernier pour aller en mars, et on pense que la situation s'est dégradée au niveau du coronavirus, de la COVID-19. Donc, ils vont lancer quand même cette année les élections. Donc, c'est une solide réputation démocratique. Et j'ai quelques chiffres qui m'interpellent quand même. Plus de 70% sont prêts à aller aux urnes dimanche. 50% donnent la garantie qu'ils seront présents. Moins de 5% ne sont même pas intéressés. En dépit de la COVID-19, les gens sont vraiment intéressés aux élections. Ça doit nous faire... Bon, en Haïti, quand même, on a moins de 20% à participer. Vous connaissez les deux pays. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, je pense qu'effectivement, ces élections ont suscité et continuent de susciter une forte mobilisation, un enthousiasme. On sent vraiment une volonté de changement qui va s'exprimer, je pense, dans les urnes le 5 juillet prochain lors de l'élection présidentielle et l'élection du Parlement, du Congrès. Ici, on dit le Congrès. Et je crois que on le sent. La République dominicaine est un pays politisé depuis toujours. Les gens parlent politique, les gens sont impliqués, les gens appartiennent à des partis. À la différence d'Haïti, c'est un pays où il y a des partis, une tradition de partis forts, que ce soit les partis de droite comme le parti de l'ancien président Balaguer, le parti réformiste social-chrétien, qui était en grande partie récupéré par le Parti de la Libération dominicaine, le PLD, actuellement au pouvoir. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant pour comprendre la situation actuelle en République dominicaine, c'est que ce Parti de la Libération dominicaine, qui est au pouvoir depuis 1996 avec une seule interruption de 4 ans, 2000-2004, eh bien, ce parti s'est divisé en octobre dernier. L'ancien président Leonel Fernandez a quitté le PLD, le Parti de la Libération dominicaine, et c'est une élection présidentielle finalement triangulaire qu'on va voir le 5 juillet prochain, avec un favori selon tous les sondages, qui est Luis Abinader, le candidat du Parti révolutionnaire moderne, qui est un parti qui a récupéré, je dirais, qui a pris la place de l'ancien PRD, de l'ancien Parti révolutionnaire dominicain, le parti de la démocratisation de 1978, le parti de Peña Gómez, une personnalité bien connue en Haïti. Donc ce parti, qui s'était également divisé, a donné naissance à ce PRM, à ce parti de la révolution moderne, qui présente comme candidat un économiste, Luis Abinader, âgé de 52 ans, qui, selon les sondages les plus sérieux de ces derniers temps, a de fortes chances de l'emporter, y compris au premier tour,
Et s'il ne l'emportait pas au premier tour, tous les sondages les plus sérieux indiquent qu'il devrait l'emporter au deuxième tour. Comme vous avez si bien dit, une grande culture politique et de partis politiques, les gens participent dans les partis, il y a des conseils, c'est de grosses organisations. Et le Parti révolutionnaire moderne qui est sorti du Parti révolutionnaire dominicain, c'est un parti de moins de 10 ans quand même qui a pu s'imposer dans le pays. Le PLD qui a pris un sérieux coup avec la sortie de Léonel Fernandez, mauvais perdant. Et il y a eu maintenant la force du peuple et le dernier parti, Alliance Pays, bon, très petit mais quand même. Mais comme vous avez dit, il y a des alliances qui se font. Cette culture d'alliance, de partenariat, est-ce que vous trouvez ça, venant de l'Europe, est-ce que vous trouvez ça très bien quand même au niveau de l'Amérique latine, de la Caraïbe, la République dominicaine donne le ton? Oui, je pense que, encore une fois, là, ce qu'on perçoit dans ce pays, c'est que le PLD, donc le Parti de la Libération dominicaine, qui a dominé tous les pouvoirs, hein, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et y compris le pouvoir médiatique, on sent qu'il arrive en bout de course pour une raison, je crois, essentielle que vous allez bien comprendre en Haïti, qui est la corruption. Je crois que une grande partie de la population, particulièrement la classe moyenne, mais pas seulement la classe moyenne, y compris dans les classes populaires, veut sanctionner le PLD à cause de la corruption qui a pris des proportions jamais vues en République dominicaine, notamment avec le scandale d'Odebrecht. Vous avez peut-être entendu parler de ce scandale de cette compagnie de travaux publics brésilienne qui a été en République dominicaine un scandale qui a touché tous les secteurs des travaux publics et de l'énergie avec la fameuse usine thermique au charbon de Punta Catalina, qui est sans doute, selon les connaisseurs, les économistes, le plus grand scandale de corruption de l'histoire dominicaine. Alors je crois que la population, et on l'avait vu lors de mobilisations depuis 2-3 ans, la Marcha Verde, qui avait vraiment mobilisé des centaines de milliers de personnes, et puis plus récemment des rassemblements sur la place du drapeau, la Plaza de la Bandera, face au tribunal électoral, à la Junta centrale électorale. On a vu la jeunesse se mobiliser pour exiger un changement, pour exiger le châtiment des coupables de corruption. Donc je crois que c'est vraiment ça qui est au cœur pour comprendre ce qui se passe actuellement en République dominicaine. Je crois que ce changement, cette volonté de punir le parti au pouvoir s'explique largement par cette volonté de mettre un terme à cette corruption. Il n'y a aucun doute que le PLD est en train de payer pour des erreurs commises, mais quand même, lorsqu'on regarde les sondages, Danilo Medina n'a pas fait un mauvais mandat, bien 2 mauvais mandats, dans la mesure où on regarde à peu près 12% de gens réellement satisfaits, 28% estiment c'est régulier, donc plus de 50% quand même ont admis que Medina, comme personnalité, ça n'a pas été un mauvais président. Peut-être 10 à 12% qui dit que c'était très grave, c'est peut-être les opposants. Qu'est-ce que Medina va laisser quand même au pays comme héritage en sortant du pouvoir? Alors, je crois qu'il faut expliquer un petit peu. Je crois que les bons sondages qu'on a vus au début de la présidence de Danilo Medina, certes, s'expliquaient par un changement par rapport à l'attitude de Léonel Fernandez, qui était devenu quelqu'un de très éloigné du peuple. Danilo Medina, dès le début, a fait ce qu'il a appelé les visites surprises, où il se rendait de manière spontanée, ou plus ou moins spontanée, pour rencontrer des agriculteurs dans les provinces et faire des promesses de crédit, d'amélioration. Donc ça, sans aucun doute, ça a permis à Danilo de se construire une certaine popularité, bien qu'il soit un très mauvais orateur, il est resté un très mauvais orateur. Et en fait, je crois que sa popularité a commencé à s'effriter, puis à s'effondrer avec la crise au sein du PLD, notamment cette division, cette opposition avec Fernandez. Il y a eu des mesures et des accusations très graves qui ont été portées par le clan daniliste contre Léonel Fernandez, notamment de liens avec le narcotrafic. L'affaire Quirino, un narcotrafiquant très connu ici en République dominicaine. Les danilistes ont accusé Léonel Fernandez d'avoir été financé par ce narcotrafiquant. Donc là,
vraiment la situation est devenue très, très aigre entre les deux leaders du PLD. Et puis je crois que ce qui a achevé de réduire la popularité de Danilo Medina, ça a été sa volonté ces derniers mois de se représenter, de modifier à nouveau la Constitution, y compris par la force, et de s'imposer pour un nouveau mandat. Alors ça a créé une crise alors là, qui dépassait le PLD, qui s'est étendue à l'ensemble de la société, et aussi bien les milieux économiques, les milieux religieux, la société civile se sont opposés à cette... Et les Américains, Washington est intervenu de manière directe pour dire à Danilo Medina que réformer à nouveau la Constitution pour un nouveau mandat risquait de mettre en péril la stabilité démocratique en République dominicaine. Et ça, je crois que ça a été vraiment le début de la fin pour Danilo Medina, qui finalement a choisi un candidat que tout le monde s'accorde à dire que c'est un mauvais candidat. Gonzalo Castillo, donc, qui est le candidat qu'il a finalement choisi, c'était son ministre des Travaux publics, est un candidat qui a été accusé dans plusieurs affaires de corruption, notamment ces dossiers de corruption Odebrecht, et qui est un très mauvais orateur. D'ailleurs, il ne parle pratiquement pas. Il a refusé tous les débats avec les autres candidats à la présidence. Et tout le monde, sur les réseaux sociaux, on se moque de Gonzalo Castillo, qui est surnommé El Penco. El Penco, c'est quelqu'un de pas très brillant, de pas très intelligent. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas réussi, finalement, à démarrer, comme on dit ici, à arrancar, à se faire une certaine popularité, et qui est resté autour de 30-35% dans les sondages. Donc, ce qui ne lui permet pas, en tout cas, de penser à une victoire au premier tour. Le PLD, on a tendance à parler de parti Léonel Danilo, qui a éclaté, comme vous l'avez si bien expliqué, en octobre dernier. Je disais que Léonel, qui s'est comporté comme un mauvais perdant, il a laissé le parti pour aller dans un autre parti. Mais j'allais dire, pourquoi cette haine alors qu'ils étaient deux partenaires? Je parle de Danilo et Léonel. Danilo a fait quand même Léonel le roi. Et par la suite, on sent qu'après la défaite de Léonel, comment Danilo a réagi. Deux personnalités vraiment différentes. Léonel a un grand orateur, tandis que Danilo beaucoup plus sur le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne pouvait pas sauver le parti? Est-ce que l'histoire dominicaine retourne toujours avec ces partis qui éclatent et qui posent problème? Est-ce que la gauche dominicaine n'arrive pas à se régénérer? Il faut toujours que les personnalités aient peut-être trop fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comme vous vivez dans ce pays? Les relations humaines, on n'arrive pas à les gérer en dépit des organisations politiques très fortes? Alors, je pense que, si vous voulez, entre Danilo Medina et Léonel Fernandez, il y a une histoire à écrire, parce que Danilo est un apparatchik, est un homme du parti. C'est lui qui a organisé la victoire, finalement, au niveau du parti de Léonel Fernandez dès 1996. Il a joué un rôle important dans cette victoire. Et puis par la suite, il y a eu une espèce de pacte entre Danilo Medina et Léonel Fernandez, un pacte d'alternance au pouvoir entre les deux, et ce qui a provoqué finalement la crise, la dernière crise, la crise qui a fait éclater le parti et qui a provoqué la sortie de Léonel Fernandez. C'est précisément ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire cette volonté de Danilo Medina de se représenter, donc de ne pas respecter ce que Léonel Fernandez considérait comme un engagement de la part de Danilo, qui venait de faire 2 mandats, donc 2012-2016 et 2016-2020. Et donc, dans leur accord, dans leur espèce de pacte, c'était au tour de Léonel d'être le candidat. Or, Danilo... Et là, je crois qu'il faut comprendre que alors, il y a le problème de personnalité, les égos, cette espèce de folie du pouvoir qui rend les gens parfois incompréhensibles. Surtout, je crois, les intérêts, et ces intérêts qui sont liés à la corruption. C'est-à-dire que les deux clans, aussi bien le clan de Léonel que le clan de Danilo, se sont enrichis de manière absolument scandaleuse. Et la République dominicaine est un petit pays, et les gens le voient dans les restaurants de luxe, où on voit
des fonctionnaires qui étaient des gens qui n'avaient rien, qui tout d'un coup se retrouvent à commander les meilleurs vins, les vins de plusieurs centaines, voire un millier de dollars, enfin les voitures de grand luxe, etc. Enfin, vous connaissez le phénomène, c'est pas propre à la République dominicaine, en Haïti, mais en Haïti, on le voit peut-être moins parce qu'il y a moins d'argent, évidemment. Alors qu'en République dominicaine, c'est un pays, comme vous le savez, qui a eu une stabilité macroéconomique, une croissance importante, et donc où il y a toujours beaucoup d'argent. Alors maintenant, ça va changer un peu avec la crise du Covid-19, du coronavirus, l'effondrement du tourisme. Je pense qu'on va en reparler. Mais en tout cas, cette période de croissance, d'abondance, a surtout profité à cette petite élite politique du PLD et donc a provoqué évidemment des affrontements entre les deux clans parce que le clan léonéliste disait que c'était son tour et il y avait une espèce d'alternance politique qui se faisait au sein du PLD. Cette alternance donc a éclaté avec la volonté de Danilo de se représenter. Nous allons prendre une pause et on reviendra certainement avec la nouvelle génération politique dominicaine parce que Danilo et Léonel, c'est presque le passé. Donc la République dominicaine va tourner si Abinader gagne. Et comme Jean-Michel l'a si bien dit, 52 ans, donc un jeune qui a émergé dans la politique dominicaine. On prend la pause dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube, comme vous le voulez, pour le voir et repasser et discuter. Nous parlons de la République dominicaine, les élections du 5 juillet. La République dominicaine, vraiment une force démocratique dans la région. Et Jean-Michel Kawa, notre correspondant depuis des années du côté de Santo Domingo, est en train de nous dire ce qui se passe là-bas. Jean-Michel, on a fait un survol sur la force des partis politiques, le système démocratique dominicain. Ils ont pu quand même résister à des chocs. Et c'est un petit pays, comme tu l'as si bien dit, mais on voit que cette démocratie qui est vivante et qui arrive quand même à passer le temps. Dites-moi, et je regarde les résultats là, et il y a toute une culture également de sondage, et comme aux États-Unis, ça ne me dérange pas, on accepte les sondages, tandis qu'en Haïti, les élections, les sondages sont très critiqués, on estime que c'est à la faveur de tel candidat par rapport à l'autre. Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas retrouvé un candidat donnant gagnant pour le premier tour. Il a à peu près 55% dans le sondage de Centro Económico del Cibao. Et en deuxième position, tu l'as bien dit tantôt, autour de 30%, 33%, nous retrouvons Gonzalo qui est le candidat officiel, comme on dit en République dominicaine. Et en troisième position, Léonel Fernandez avec moins de 10%. Et il y a le dernier également, Guillermo Moreno, avec seulement 1,7%, donc il est présent. Mais je peux dire que Fernandez peut jouer un rôle fondamental, de levier en quelque sorte. Fernandez peut retourner à son parti, car sa femme, voilà, il m'expliquait comment elle est toujours attachée quand même au PLD. Donc, et à la maison, donc, on peut comprendre comment ces deux-là peut-être chamaillent parfois. Et il a la possibilité également de négocier avec Abinader. Qu'est-ce que Fernandez peut jouer comme rôle pour déterminer qui va gagner ces élections en République dominicaine? Comment peut-il choisir d'aller retourner à son parti ou encore faire un deal politique comme ça se fait en République dominicaine? Ça fait partie de la politique dominicaine. Alors, tout va dépendre. Est-ce que Luis Abinader va gagner au premier tour, comme le disent certains sondages? Alors, d'abord, une petite parenthèse à propos des sondages. Il y a eu une guerre des sondages. Il y en a beaucoup qui sont pas très sérieux, qui sont commandités par les partis politiques et donc qui n'ont pas beaucoup de crédibilité. Il y a eu tout un débat sur le sondage en période de Covid, de coronavirus, qu'on faisait des sondages au téléphone. Donc, est-ce qu'on pouvait vraiment vérifier l'identité des personnes enquêtées? Donc, en fait, il y a trois compagnies, il y a trois instituts de sondage qui sont crédibles et qui travaillent pour des journaux, pour des moyens de communication, qui sont la Gallup, qui sont Bernardo Vega et qui sont finalement la Greenberg, qui travaille pour le Diario Libre. Et ces trois instituts de sondage donc donnent un net avantage. Deux d'entre eux donnent une victoire dès le premier tour à Luis Abinader.
et le MARC donne un avantage qui pourrait aller jusqu'à une victoire au premier tour et que de toute façon, les 3 instituts de sondage disent que Luis Abinader gagnerait un second tour. Alors, le rôle de Leonel Fernandez, évidemment, s'il y a un second tour, sera plus important parce qu'il pourra négocier donc son alliance avec soit Luis Abinader, ce qui paraît le plus probable vu l'antagonisme qu'il a maintenant avec son ancien parti, soit avec Gonzalo Castillo et Danilo Medina, comme essayent de le pousser un certain nombre de responsables du PLD qui lui demandent de revenir, et y compris, comme vous le disiez, son épouse, Margarita Cedeno, la vice-présidente actuelle, qui est la candidate donc du PLD, de Gonzalo Castillo, pour le même poste, pour la vice-présidence. Alors tout ça va dépendre évidemment, comme je le disais, d'une éventuelle victoire au premier tour. Il y a un deuxième élément important, c'est qu'il y a déjà eu une négociation et des accords pour le Sénat. Le Sénat en République dominicaine est important car il a un rôle dans la désignation des juges, il a un rôle important pour un certain nombre de désignations de fonctionnaires. Et donc le Sénat, le PRM n'avait pas de candidat partout et a négocié avec la Force du Peuple, donc le parti de Leonel Fernandez. Et il y a déjà des accords qui ont été passés entre les deux partis pour les élections donc au niveau du Sénat. Donc voilà la situation. Je pense que s'il devait y avoir un deuxième tour, soit Leonel Fernandez s'abstiendrait, soit il aurait plutôt tendance à appuyer Luis Abinader. Donc, il y a des ententes stratégiques. On aime bien ça, comment ça se fait en République dominicaine. Déjà, pour une partie. En fait, on estime que le PRM, le parti d'Abinader, contrôle près de 45% actuellement de popularité. On retrouvera en deuxième position le PLD avec 31,1% et la Força del Pueblo avec 9,4%. Est-ce que ces chiffres vont déterminer comment on va s'asseoir au niveau du Sénat? Alors, là encore, on va voir s'il y a vraiment, comme on dirait en Haïti, un lavalas en faveur du PRM et de Luis Abinader. Ça va évidemment favoriser les candidats de ce parti. Mais comme je le disais, le PRM, qui est un parti jeune, comme vous l'aviez souligné au début de l'entretien, n'a pas de candidat dans toutes les circonscriptions. Donc, de toute façon, il serait très difficile pour le PRM de contrôler à lui seul le Sénat ou le Congrès en général. Donc c'est une des raisons pour laquelle Luis Abinader, depuis un certain temps, parle de congrès pluriel et d'alliance, et a négocié cette alliance, non seulement d'ailleurs avec Leonel Fernandez, mais aussi avec la gauche, avec le parti de Guillermo Moreno, qui est le candidat le plus à gauche, qui, comme vous le disiez, au niveau présidentiel, risque d'avoir moins de 1% des suffrages, mais qui pourrait avoir au moins un sénateur, peut-être plus, et des députés. Donc voilà, c'est une situation finalement où on aura probablement un congrès, disons, divers, et une victoire à la présidentielle du PRM, du candidat du PRM, Luis Abinader. C'est en tout cas ce qui apparaît dans les sondages les plus sérieux aujourd'hui. Est-ce que les élections municipales qui ont eu lieu en mars dernier peuvent nous dire qu'est-ce qui va se passer au niveau du Congrès? Oui, on a déjà vu cette vague donc en faveur du PRM. On a très clairement vu ce sentiment que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une volonté. Il y a un slogan qui résume finalement cette campagne, Sevan. Ils s'en vont. On veut faire sortir les sortants, comme on dit en français, c'est-à-dire que le PLD et sa corruption dégagent le terrain. Et il y a des gens qui se font pas trop d'illusions sur ce que pourrait être le PRM, qui disent ça risque d'être comme le PRD, une déception comme le PRD l'avait été dans les années 78-86. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'alternance. Là, on dirait cette espèce de perception qu'il y a eu trop de corruption du PLD et que maintenant, il est temps que ça change, qu'on change de tête, qu'on change de personnel politique aux commandes. Mais dites-nous, essayons de voir maintenant les programmes des différents partis. Et voilà
Et Fernandez, vous avez dit qu'il a été attaqué à l'intérieur même de son parti comme un corrompu. Et il a pu dire qu'il va appliquer la tolérance zéro concernant la corruption. Comment interprétons-nous ça exactement? Il peut le dire aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il a été aux affaires de 96 à 2000, et ensuite de 2004 à 2012. Et donc, il a été président pendant de longues années, et que c'est sous ses mandats que la corruption a fleuri et s'est développée, et que la corruption a pris des proportions qu'on n'avait jamais vues dans ce pays. Souvenez-vous de Félix El Gato, comme on dit ici, qui a fait beaucoup de chantiers en Haïti. Donc, il y a eu de très, très grosses affaires de corruption sous les mandats de Lionel. Donc, quand on entend dire aujourd'hui qu'il va lutter, qu'il ne laissera pas passer les affaires de corruption, les gens ont tendance à sourire. C'est pareil pour le candidat Gonzalo Castillo, qui a été mis en cause dans la grosse affaire de corruption d'Odebrecht. Comme je le disais, il était ministre des Travaux publics, donc un poste particulièrement sensible en termes de corruption. Donc finalement, les gens peuvent dire, bon, le PRD a été corrompu aussi pendant ça. Mais le PRM est quand même autre chose. Il y a une nouvelle génération. Je crois que Louis Abinader s'est entouré d'un certain nombre d'économistes, de gens qui appartiennent à cette nouvelle génération. Et en tout cas, on peut espérer que ce sera, en tout cas dans un premier temps, moins corrompu que ce qu'on voyait dans ces dernières années au PLD. Les 7 piliers choisis par Fernandez, que ce soit le renforcement institutionnel, la sécurité économique, la sécurité citoyenne, tout ce qu'il y a de modernisation. On se rappelle, il avait fait circuler sur les réseaux sociaux quelque chose de wow, qui fait rêver en quelque sorte. Ça n'atteint pas les Dominicains. Fernandez est du passé totalement? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a eu une grande transformation de la République dominicaine depuis 20 ans. Mais les fruits de la croissance, les bénéfices de cette formidable croissance, puisque la République dominicaine est un des pays qui a affiché le taux de croissance le plus élevé du monde pendant cette période, une moyenne d'environ 5%, un peu plus, n'a pas empêché qu'il y ait toujours plus de 40% de la population qui vivent dans la pauvreté, et parfois dans l'extrême pauvreté. Et ce que la population a vu, c'est qu'il y avait une caste, ce qu'on appelle la corporation, ce qui est l'espèce d'alliance de cette classe politique du PLD avec un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont su profiter de cette croissance, mais que une partie très importante de la population n'en a pas profité. Alors le PLD a mis en place une politique clientéliste à travers des subventions, mais ce qui permet à peine de mal vivre à cette portion de la population. Et aussi, je crois qu'un autre phénomène important pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que cette croissance a favorisé le développement, l'émergence et le développement d'une importante classe moyenne en République dominicaine, c'est-à-dire d'une classe moyenne qui n'a plus besoin de l'État pour vivre, qui est mieux éduquée, qui a fait des études souvent ici ou à l'étranger. Et cette jeune classe moyenne notamment, veut autre chose, veut un pays justement qui soit débarrassé de cette corruption, parce qu'elle a tout à fait conscience que cette corruption, c'est un peu comme chez vous le Petro-Caribe Challenge, elle a conscience que c'est cette corruption finalement qui met les freins à ce que pourrait être ce pays, la différence que pourrait être ce pays. Alors évidemment, tout ça maintenant est en train de changer avec cette affaire de Covid-19 et de coronavirus qui touche des secteurs clés de l'économie dominicaine que sont le tourisme, que sont les exportations de zones franches, que sont les transferts de fonds, les remessas. Donc on ne sait pas, là pour l'instant on est dans une espèce de point d'interrogation à propos de ce que sera l'avenir, mais je pense que c'est pas propre à la République dominicaine, c'est une interrogation planétaire en tout cas. Donc ce qui signifie le secteur urbain, le secteur jeune, classe moyenne qui a été ciblé par Fernandez et Danilo qui a essayé de retrouver les classes les plus défavorisées. Donc ce pont n'a pas pu quand même sauver ce parti. Donc la corruption est trop forte. Ils ont dit non,
C'est vrai, on est fatigué de tout ça? Oui, parce que comme je vous l'expliquais, le clientélisme a ses limites. On estime que les programmes de redistribution clientélistes que sont Solidaridad, Bonogas, sont des programmes donc, qui permettent de distribuer des sommes, touchent environ entre 600 et 800 000 personnes. Ça veut dire que dans une population de 11 millions, vous avez toute une fraction de la population qui n'est pas bénéficiaire. On l'a vu très clairement avec les mesures qui ont été prises pour amortir la crise économique provoquée par le Covid-19, le coronavirus. Le gouvernement a mis en place des programmes de distribution d'argent pour essayer d'amortir pour les plus pauvres. Mais la classe moyenne n'a pas été bénéficiée. Beaucoup de gens de la classe moyenne, surtout la classe moyenne à la limite de la pauvreté, sont des gens qui sont parfois dans le secteur informel ou à moitié formel et qui n'ont pas bénéficié de ces programmes. Et donc, ils ont vu finalement, ils ont perdu du pouvoir d'achat sans avoir de compensation de la part du gouvernement. Donc, c'est ça qui crée... et puis en plus, il faut dire que la campagne de Gonzalo Castillo, ce qu'on surnomme ici El Penco, a été vraiment très grossière, je dirais, dans ce sens que ça a été des distributions de saucissons en dehors des heures. Parce que vous savez qu'ici, il y a un état d'urgence sanitaire qui fait qu'il y a un couvre-feu à partir... Enfin, il y avait, parce que le couvre-feu va être suspendu, mais il y avait un couvre-feu d'abord jusqu'à 6 heures et puis qui a été prolongé jusqu'à 8 heures, de 6 heures du soir donc à 6 heures du matin. Et c'est pendant cette période de couvre-feu que des caravanes du Penco, du candidat du PLD, allaient distribuer des saucissons, du salami, même parfois du gaz, toutes sortes de produits, d'une manière qui a finalement choqué davantage qu'elle n'a bénéficié à sa cause. Je crois que tout ça circulait. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettaient de montrer tout ce qui se passait après le couvre-feu. Et donc les gens étaient choqués plus que ça n'a bénéficié, je crois, à la campagne de Gonzalo Castillo. Des 7 piliers de Fernandez, il y a les 3 piliers de Gonzalo. Il parle de la santé, il parle d'économie et d'emploi. Ça ne se voit pas? Non, ça ne se voit pas. Ce qu'on a vu, c'est que l'état des hôpitaux, l'état de la santé en République dominicaine a été mis à nu, en fait, par cette crise du Covid-19. Les statistiques... Alors oui, il y a un élément important aussi qui a, je crois, joué contre le candidat du PLD. Ça a été la manipulation des statistiques du Covid-19. Pendant une période, ça s'était plus ou moins stabilisé. Et puis, ces derniers temps, on a assisté à une très forte augmentation des tests PCR. Et évidemment, cette augmentation des tests qui a été triplée pratiquement, on est passé d'un peu moins de 1000 par jour à plus de, je crois qu'hier, on était à 2900 ou quelque chose comme ça, donc pratiquement triplé, a évidemment provoqué une augmentation du nombre des cas de contamination qui aujourd'hui sont plus de 27 000, je crois, ou 29 000 même. On arrive se rapproche de la barre de 30 000. De contamination. Et on est à 712 morts. Le nombre de morts aussi a augmenté. Alors, selon la société civile, selon Participation Ciudadana, qui est la principale organisation de la société civile, cette aggravation, en tout cas ces statistiques plus inquiétantes, ont le but de provoquer une forte abstention, notamment dans la classe moyenne, que le pouvoir c'est très hostile aux candidats du PLD, et par contre les plus pauvres seraient emmenés par les transports du pouvoir pour aller voter. Donc c'est un peu ce qui a été dit ces derniers temps face à cette manipulation. On a accusé le pouvoir de manipuler les statistiques, donc pour essayer de favoriser son candidat, mais visiblement, selon les dernières enquêtes, ces manœuvres, si elles ont eu lieu, n'ont pas eu les effets que recherchait le pouvoir. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous allons prendre une pause pour retourner avec la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes à l'heure des grands rendez-vous économiques sur l'île, puisque la République dominicaine va organiser des élections en dépit de la Covid-19. Donc le 5 juillet, les Dominicains iront aux urnes. Ils ont eu des élections en février, reportées pour le mois de mars. Donc ils vont avoir maintenant les élections présidentielles et parlementaires. Et notre correspondant du côté de Santo Domingo, Jean-Michel Kawa, qui est en train de nous dire exactement comment est la situation, la fièvre électorale. Mais avec Covid-19, Jean-Michel, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une élection au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que les gens sont dans la rue? Je connais comment les Dominicains aiment les élections, c'est du carnaval pour eux, ils sont dans la rue, les couleurs, c'est une grosse fête. Comment ça se passe pour le moment avec la Covid-19? Alors, ça n'a pas été le cas, évidemment, cette année, comme vous le savez, avec la distanciation sociale, avec le port du masque, avec le fait qu'on a été confiné pendant de longs mois. La campagne n'a évidemment pas ressemblé du tout à ce qu'elle est généralement au carnaval électoral dont vous parlez. C'est bien le terme. La campagne s'est faite donc dans les médias, beaucoup plus, dans les réseaux sociaux, beaucoup. Il faut savoir que le candidat donc qui est le favori des sondages, Luis Abinader, a été infecté par le Covid-19. En effet. Pendant une semaine environ, il est resté chez lui. Heureusement, il a pu être traité assez rapidement et depuis 2-3 jours, il reprend ses activités plus normalement. Mais c'est évident que... Ça n'a pas eu un impact négatif sur sa campagne? Le fait que les gens sachent qu'il soit malade? Pardon? Ça n'a pas eu un impact négatif sur sa campagne? Alors, d'après les derniers sondages, donc d'après les 3 sondages les plus sérieux, non. Il y a une partie des gens qui ont plutôt sympathisé, ont trouvé que... Et puis le fait qu'il se soit rétabli assez vite, et en fait, il n'a jamais cessé finalement d'apparaître dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc non, ça semble pas avoir eu un impact négatif sur sa campagne, d'autant que d'après ses médecins, il est aujourd'hui totalement rétabli, encore un peu fatigué, mais il est rétabli. Donc apparemment, non, ça ne devrait pas avoir eu un impact négatif, en tout cas sur sa campagne. Lorsqu'on parle d'Abinader et son programme, il parle de la création de 600 000 nouveaux emplois, et on sait comment l'économie dominicaine a été touchée, car c'est une corrélation assez forte entre l'économie la plus ouverte à cause du tourisme et l'économie caribéenne, ou encore le pays caribéen le plus touché, on pourrait dire, par le coronavirus. Donc, en ce sens, comment créer 600 000 nouveaux emplois? Est-ce que les promesses sont vraiment très fortes? Est-ce qu'il pourra tenir le coup? Alors évidemment, c'est très difficile de vous répondre aujourd'hui. Vous savez ce que sont les promesses de campagne. Il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises. Il y a déjà eu, vous le savez, la République dominicaine a déjà demandé et obtenu des financements internationaux, notamment auprès du Fonds monétaire international, 650 millions de dollars au niveau de la Banque mondiale. Il y avait eu en début d'année recours à l'émission de bons internationaux. On va voir finalement, je crois que le tourisme international ne va pas reprendre à court terme. Il est clair que l'industrie touristique, les compagnies aériennes sont engagées dans une crise qui pourrait être de longue durée. Donc il va falloir évidemment qu'un pays comme la République dominicaine, qui dépendait beaucoup du tourisme, se réoriente. Alors les pistes, selon les principaux conseillers de Luis Abinader, avec qui j'ai parlé, c'est évidemment l'agriculture, qui est une force de la République dominicaine, l'agro-industrie, et puis le télétravail. On pense de plus en plus en République dominicaine aux possibilités qu'il y aurait donc d'offrir à des compagnies, des entreprises, le côté agréable de ce pays, le côté qui est évidemment le côté qui attirait les touristes. Pourquoi ne pas essayer d'attirer davantage donc d'entreprises maintenant avec le télétravail qui se développe beaucoup dans le monde? Ce pourrait être une des pistes d'attraction. Il y a d'autres pistes, je ne vais pas vous détailler le point. Ce que je voudrais vous dire à propos du programme que j'ai lu attentivement, c'est que sur la partie relations internationales,
le premier pays qui est cité et le plus longuement cité, c'est Haïti. Le PRM, et notamment les personnes qui sont chargées internationales au sein du parti du PRM, sont très conscients du caractère stratégique de la relation avec Haïti. J'en ai parlé avec Roberto Alvarez, qui est bien placé pour être le prochain ministre des Relations extérieures si Luis Abinader gagne. Et nous avons eu de longues rencontres et ils sont très intéressés à définir une nouvelle politique, ce qu'ils appellent une politique d'État avec Haïti. Et je vais d'ailleurs diffuser un peu en Haïti ce chapitre qui fait une quinzaine de pages sur les propositions donc, du PRM pour relancer la relation aussi bien politique, migratoire, économique avec Haïti. Donc vous pensez qu'une victoire du PRM d'Abinader pourrait voir une relance de la commission mixte, de nouvelles relations entre les deux pays? Ils sont très intéressés. C'est inscrit dans le programme du PRM. Il est inscrit noir sur blanc que le PRM donc, souhaite relancer la commission mixte. Ce n'est pas simplement la commission mixte, il y a des propositions concrètes pour la zone frontalière, il y a des propositions concrètes d'échanges au-delà des politiques entre les milieux de l'académie, les milieux de la communication. Enfin, il y a des propositions très concrètes et il y a cette volonté aussi de régler le problème migratoire. Vous savez que c'est un des problèmes et le problème de la nationalité des descendants de migrants haïtiens qui a été un des points d'achoppement de la relation avec Haïti et au-delà d'Haïti avec toute la zone CARICOM. Donc il y a cette conscience. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment passer aux actes? On le verra, mais je pense que en tout cas il y a cette conscience, c'est sûr. La thématique migratoire n'a pas été un sujet de campagne cette année, personne ne l'a utilisé? Alors tout le monde s'est tenu à l'écart. Il faut savoir, et ça je pense que les amis haïtiens le savent, que parmi les appuis les plus vocaux, ceux qu'on a le plus entendu de Leonel Fernandez, il y avait la famille Vincho Castillo. Vous savez que c'est la famille qui incarne cet anti-haïtianisme au niveau politique. Et je crois que tout le monde s'est un peu volontairement auto-censuré pour ne pas que le thème haïtien soit mis sur le devant de la scène. Il y a eu à cet égard un incident intéressant. Lors de la journée internationale de commémoration de George Floyd, qui a eu lieu pratiquement dans tous les pays du monde, il y avait un appel à manifester donc la solidarité avec un appel contre le racisme au parc Independencia, qui est au centre de la ville. Et il y a un petit groupe d'ultranationalistes qui a empêché que cette manifestation ait eu lieu en criant des slogans anti-haïtiens. Et finalement, la police a protégé les manifestants d'extrême droite racistes et anti-haïtiens, ce qui a été un autre élément, je crois. Mais les autres partis sont restés très discrets sur cette affaire. Et je crois que c'était un autre élément qui montre que le PLD a vraiment changé de nature et changé d'âme. Donc le PRM veut changer les relations avec Haïti, renforcer tout ça. Je retrouve encore la politique économique d'Abinader. Il parle de baisser les impôts et de dépenser beaucoup plus. Il pense qu'il peut relancer l'économie avec l'endettement, mais on sait, Jean-Michel, comment est la situation. La dette dominicaine, la dette extérieure est déjà très élevée. Et les Dominicains, oui, c'est un pays qui, on voit, est en train d'émerger, mais on sait qu'il y a des problèmes macroéconomiques. Il y a un déficit extrêmement important et chaque 4 ans, avec les élections, on sait tout l'argent qui est dépensé. Donc parfois, on pense que la vie dominicaine vit parfois au-dessus de ses moyens. Comment il va pouvoir dépenser tous ces fonds avec une situation économique qui n'est pas du tout facile? Non, c'est évident que la situation va être très compliquée et tout le monde en a conscience. Les estimations les plus sérieuses prévoient un déficit fiscal autour de 6%, 6,2% du PIB, du produit intérieur brut, pour cette année. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tous les pays du monde, regardez ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, partout,
Il pleut les monnaies. On est en train de dépenser, alors que les recettes fiscales s'effondrent, parce que l'activité... Même vos amis allemands, pas vrai? L'orthodoxie allemande, l'orthodoxie germanique, ça a disparu, parce que tout le monde veut dépenser maintenant ces jours-ci. On parle même les Allemands sont prêts à mettre 750 milliards d'euros dans la balance pour essayer de relancer la machine. Donc je crois qu'il n'y a pas d'autre option, surtout, comme je vous le disais, dans un pays dont un des principaux piliers de l'activité était le tourisme qui ne va pas redémarrer, c'est clair, dans les mois qui viennent. Donc je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution que de rechercher de l'endettement supplémentaire pour essayer de relancer la machine, essayer de diversifier l'activité. Et là, je crois que cette nouvelle politique Haïti et le marché de la région est très important pour la République dominicaine en termes d'exportation. Les exportations vers Haïti, vous le savez, ont diminué ces dernières années. Et je crois que relancer cette dynamique commerciale entre les deux pays, ouvrir le PRM. Dans le programme du PRM, il y a quelque chose d'intéressant. Ils souhaitent augmenter les importations en provenance d'Haïti, mener une politique proactive, comme ils disent, de manière à ce que des produits comme la bière Prestige, le rhum Barbancourt, disposent réellement de possibilités de commercialisation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous savez que les produits haïtiens sont pratiquement exclus du marché dominicain, ce qui n'est pas normal. Mais je crois que le PRM a conscience, en tout cas ceux qui ont rédigé le programme économique et international, ont conscience que dans l'intérêt des deux pays, il faut rééquilibrer les échanges dont le solde est actuellement très très favorable à la République dominicaine. Ça, c'est intéressant parce que là, vous parlez de relations commerciales beaucoup plus équilibrées. Quand on le dit, les Dominicains n'ont jamais voulu ouvrir leurs frontières pour recevoir les produits dominicains pendant qu'ils sont très agressifs, les produits haïtiens, je voulais dire, très agressifs pour entrer le marché et percer le marché haïtien. Vous sentez du côté de le PRM qu'on pourrait retrouver un certain équilibre pour essayer de voir comment balancer des deux côtés de l'île? En tout cas, je vous dis, c'est ce qui est écrit dans le programme noir sur blanc. Il est question d'une politique proactive pour augmenter les importations en provenance d'Haïti de manière à rééquilibrer cette balance qui est très, très déficitaire pour Haïti. Donc, c'est évident qu'on n'arrivera pas à l'équilibre à très court terme. Mais je pense qu'il y a cette volonté donc de faire cet effort pour ouvrir le marché dominicain à un certain nombre de produits haïtiens, d'autant qu'il y a une clientèle potentielle. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui résident dans ce pays. Et je crois que des produits haïtiens pourraient obtenir effectivement un débouché ici en République dominicaine. Rhum Barbancourt, Prestige peuvent bien se frotter la main en parlant de tout ça. Et disons que des deux côtés... Je ne veux pas faire de publicité, mais c'est... Oui, c'est le plus connu quand même chez nous pour percer le marché présidentiel chez nous en Haïti, donc on voudrait bien qu'on puisse percer leur marché. Et énergie et corruption, on peut dire, des deux côtés de la barrière, c'est pas différent. Hein? Vous avez cité le fameux Punta Catalina, qui a un coût phénoménal, on parle de plusieurs milliards de dollars américains. Et corruption et énergie, on a connu en Haïti également. Donc, le candidat Abinader, puisque c'est le grand favori, parle même d'une possibilité de privatiser ce projet. C'est quoi Punta Catalina? Comment pourrait-on comprendre de la logique où nous vivons en Haïti des problèmes au niveau énergétique, des discussions, des débats du côté présidentiel? Je vois ça éclater, c'est un thème de campagne également. Oui, non, ça serait il faudrait au moins 1 heure pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette affaire. Je sais que tu peux bien résumer. Le plus gros scandale, sans aucun doute, le plus gros scandale de l'histoire dominicaine. Alors, pour comprendre, il faut remonter à 2012, qui a été donc l'arrivée de Danilo Medina à la présidence, au palais présidentiel. En fait, c'est un projet qui était absurde dès le début parce que c'est un projet de charbon, de centrale à charbon. Or, vous savez que maintenant, y compris les grandes banques ne financent plus le charbon qui est considéré comme une énergie à juste titre très polluante, comme une énergie qui produit des déchets, des poussières qui sont très très polluantes.
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on retrouve Odebrecht et les Brésiliens qui ont proposé à Danilo Medina de faire cette double centrale au charbon, moyennant quoi il pourrait, les commissions et les commissions occultes lui permettraient de financer sa campagne de 2012. C'est un petit peu pour résumer à grands traits l'histoire de cette centrale. C'est donc la corruption a commencé dès le début, donc pour Odebrecht, qui contrôlait pratiquement tout le marché de travaux publics, pas seulement en République dominicaine, dans un grand nombre de pays d'Amérique latine, a proposé donc ce contrat avec des commissions occultes très importantes qui ont financé cette première campagne de Danilo Medina. Quand le scandale Odebrecht a éclaté au niveau international, il a commencé à éclater aux États-Unis, et on s'est rendu compte que la République dominicaine était le 3e pays le plus touché par cet énorme scandale de corruption. Et la justice dominicaine, le pouvoir exécutif, a été un peu contraint et forcé d'ouvrir une procédure, mais procédure qui a laissé de côté le plus gros scandale, qui était le scandale de la centrale d'Odebrecht. C'est pour ça que finalement c'est devenu un peu, je dirais, l'affaire emblématique de la corruption du PLD daniliste. C'est devenu le gros scandale que les gens voudraient voir enfin expliqué et jugé devant les tribunaux. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une poursuite judiciaire, puisqu'on a vu Themistoclès Montas, qui est devenu maintenant président du PLD? Est-ce qu'on a oublié tout ce qui s'est passé, les arrestations? Il y aura une impunité en République dominicaine? C'est la promesse du PRM. C'est un des éléments importants du discours de Luis Abinader, qui s'est engagé à plusieurs reprises et de manière solennelle à créer un ministère public indépendant, parce que le gros problème finalement de la justice dominicaine, enfin un des gros problèmes, c'est que le ministère public, le procureur, est complètement aux ordres du pouvoir exécutif, donc ne poursuit pas les affaires de corruption qui profitent finalement au pouvoir. Donc là, Luis Abinader s'est engagé formellement à l'indépendance du ministère public, du procureur, de façon à ce que ces affaires de corruption, y compris celles qui pourraient toucher ses propres rangs, soient portées devant la justice et fassent l'objet de jugements. Pour finir, Jean-Michel, on sait que l'Église catholique reste un pouvoir très puissant en République dominicaine. Il y a eu le Monseigneur Castro Marte qui a attiré l'attention sur la junte électorale. Comme vous savez ce qui s'est passé, la débâcle que nous avons connue en février. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une reprise de ce qui s'est passé avec le vote électronique? Et le Monseigneur qui a dit clairement on a besoin de transparence pour éviter vraiment une véritable instabilité sociale au cas où il y aurait cette répétition du février dernier. Comment vous voyez ça? Non, je pense que l'appel de Monseigneur, de même que d'autres de participation ciudadana, je disais, de la société civile, d'un certain nombre de chefs d'entreprise, montre qu'il y a effectivement, comme toujours dans ces périodes électorales, il y a la crainte qu'on puisse entrer dans une période de crise post-électorale, ce qui serait d'autant plus grave vu la situation sanitaire, le Covid-19, et la situation économique et sociale grave provoquée par cette crise sanitaire. Donc, ça serait vraiment, s'il y avait en plus de ça une crise post-électorale ou un processus de sabotage des élections, qui n'est pas impossible, hein. Il y a encore des gens qui disent que les intérêts de la caste du PLD au pouvoir sont tellement importants que certains sont tentés de bloquer, de saboter le processus de manière à pouvoir faire un gouvernement provisoire et rester au pouvoir. Donc, il y a encore des rumeurs, comme toujours dans ces périodes qui circulent. Mais encore une fois, je crois qu'on est vraiment face à une volonté qu'on sent, une espèce de lavalasse de volonté de changement, pour reprendre un terme bien connu en Haïti. C'est que vraiment, il me semble que l'interrompre serait prendre des risques graves en termes de stabilité de ce pays. Là, vraiment, si une telle instabilité politique, sociale en République dominicaine, ça aura des répercussions certainement sur Haïti.
Ah, c'est sûr, c'est clair. Merci beaucoup, Jean-Michel Carrois. Ça a été un grand plaisir. Donc, vous donnez qui comme gagnant pour les prochaines élections? Ben, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Je pense que si ce n'est pas au premier tour, au deuxième tour, Luis Abinader a de bonnes chances de remporter la présidence. Et au niveau du Congrès, je pense qu'on aura une représentation assez diverse, avec probablement un effet d'entraînement de la présidentielle, donc une bonne représentation du PRM, également une représentation du PLD qui va conserver des places fortes et de Leonel Fernandez. Merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, chers amis, c'était Jean-Michel Carrois, le correspondant de Radio et Télémétropole du côté de la République dominicaine, qui nous a vraiment fait une bonne présentation de la situation politique de l'autre côté. Et la bonne nouvelle, c'est que le prochain gagnant, à savoir le grand favori, qui pourrait avoir des relations beaucoup plus étroites avec Haïti. Ciao.